Bonjour à tous, une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis accompagné avec Pierre. Salut Pierre. Salut Nicolas. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'interview et du coup c'est cool de t'avoir parce que tu as un super parcours et on va parler avec Pierre comment il a réussi à obtenir 3000 € de cash flow, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Grâce à l'immobilier, ce qui est quand même un petit pactole non négligeable. C'est confortable, c'est vrai. Et ben on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI et n'hésite pas, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu vois tu as une petite cloche aussi, tu l'actionnes, tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos et n'oublie pas j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation et le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, là je suis avec toi Pierre et c'est vraiment bien parce que tu as un parcours qui est inspirant. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi comment tu as débuté dans l'immobilier? Alors déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir qu'on fasse cette interview ensemble. Alors moi pour revenir à mes débuts en tant qu'investisseur, donc j'ai commencé à investir en 2015. Donc moi j'ai investi avec ma compagne, donc ça fait bientôt 5 ans maintenant. En fait on n'a pas commencé en 2015, j'ai commencé à m'y intéresser en 2015. À l'époque en fait on est parti d'un constat qui est d'actualité aujourd'hui, c'est les retraites. Comment se constituer on va dire une épargne pour les vieux jours. Et à l'époque, moi je suis ingénieur informatique et à l'époque je m'épanouissais pas forcément dans la mission dans laquelle je travaillais. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire à côté, et notamment dans cette optique-là de développer un patrimoine. Donc j'ai commencé à m'intéresser en 2015, sur une année j'ai un petit peu papillonné au niveau du contenu, etc. Et donc arrive en 2016. Et en fait, on s'est lancé donc avec ma compagne à investir, parce qu'on sentait qu'on avait, on avait suffisamment de bagages et que c'était le moment d'y aller. À l'époque, on avait moins de 30 ans et on se disait que c'était le bon moment. Ouais, ça te faisait peur, toi? Alors au début, oui, forcément, ça fait peur. Comme tout sujet qui est nouveau, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et moi, j'aime bien un minimum m'assurer que je m'embarque pas dans quelque chose de foufou. Donc, je suis quand même un profil assez sécuritaire. J'aime bien maîtriser un petit peu tout, mais il faut se lancer aussi. Parce que le problème, c'est que c'est bien, on acquiert de la compétence, de la connaissance. Mais il y a beaucoup de personnes, on le voit, et je le vois de plus en plus, et je pense que toi aussi tu pourras en témoigner, des personnes qui attendent trop et qui finalement ne se lancent jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, se former, c'est super important, c'est bien, ça, il n'y a pas de sujet, mais il ne faut pas non plus abuser. Donc, on est arrivé début 2016. Mi-2016, donc en fait nous on habite en région parisienne et on souhaitait investir dans l'ouest de la France, donc notre région d'origine. Et on voulait pas investir à Paris parce que le ticket d'entrée était trop important et que à terme, c'était pas le lieu dans lequel on souhaitait rester puisqu'on souhaite retourner dans l'ouest. Donc on a cherché dans le secteur, dans une grande ville de l'ouest de la France. On est passé par un chasseur qui lui était sur place, nous n'étions pas sur place. On connaissait pas non plus le marché. Il faut dire ce qui est, donc on préférait passer par un pot. Donc vraiment le côté, tu connais pas le marché, tu veux investir à distance puisque Paris c'est trop cher. C'est ça. Tu passes par un chasseur. T'es satisfait du chasseur? Ouais, super satisfait puisqu'au final on s'est rencontrés, on a lancé le mandat de recherche et le premier ça s'est fait super rapidement. En 2 semaines, le bien on l'avait trouvé, première visite. Le bien correspondait vraiment à ce qu'on recherchait. C'était quoi cette idée du premier projet du coup? Premier projet, comme je disais, de profil plutôt sécuritaire, donc un petit projet, histoire de vraiment maîtriser un petit peu, voir un petit peu le process. Pas un gros projet avec beaucoup de travaux, donc on est parti sur un petit T2, c'était un T2 de 37 mètres carrés. Pas dans l'hypercentre de la ville en question puisque les prix étaient déjà assez chers à l'époque, mais vraiment une bonne localisation quand même, ce qui est important. Tu voulais à la base faire du coup à l'année? En meublé, donc le meublé clairement, parce que c'était stratégie fiscale intéressante, donc louer en meublé, pouvoir louer plus cher, d'avoir une fiscalité attrayante, donc ça c'était le point, donc vraiment, mais quelque chose de tranquille. Et à l'époque, on souhaitait le mettre en gestion auprès d'une agence. Donc voilà, un cash flow à l'époque qui était autour de 200-300 €. Pas fou, hein, on voit des cash flows à plus de 500 €, mais c'était un premier projet. Du meublé à l'année, je pense qu'on est déjà sur quelque chose de... C'était quelque chose de raisonnable, et puis voilà, vraiment un vrai 200 € de cash flow, c'est-à-dire après net de charge, d'impôts il n'y en avait pas en l'occurrence, donc c'était vraiment quelque chose on est sûr qu'on gagne un petit peu tous les mois. Donc ça c'était le premier projet. Donc le meublé longue durée, finalement on l'a pas loué en meublé longue durée. On s'est rendu compte en fait quand on a terminé l'aménagement que pour 2 raisons principales. La première c'est de par la localisation, on était proche d'une gare SNCF et de par les prestations qu'on proposait. On s'est rendu compte que l'offre et les prestations étaient bien supérieures à ce qu'on avait l'habitude de voir sur le marché sur des meublés de cette ville-là.
Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire de la courte durée, même en étant à 400 km de là. Voilà, bon, il y a l'intérêt financier qui était clairement là, hein, qui était un élément qu'on a pris en compte et qui était super, qui a joué en faveur, mais on s'est rendu compte que finalement il y avait la possibilité. Ça a fonctionné? Et ça a super bien marché, donc on a dû forcément passer par une conciergerie pour faire la gestion, parce qu'on n'était pas sur place. Ouais. Donc ça, c'était obligatoire. On se demandait est-ce qu'on va louer tout le temps? Parce que souvent, l'objection, en tout cas la crainte qu'on peut avoir, c'est combien de nuitées je vais louer par mois? Voilà, nous, on n'est pas dans l'hypercentre de la ville en question, donc on n'est pas dans un emplacement premium. Ouais. Mais pour autant, voilà, il y avait une demande. Et en fait, on a très bien loué. On avait des taux de remplissage autour de 27, de 28 nuitées par mois. Ce qui est très, ce qui est bien. Surtout sans être dans l'hypercentre, ça montre que finalement, un appartement peut se louer en courte durée sans être là sur la place principale. Non, il y a des gens qui recherchent ça, mais nous en l'occurrence, on était près de la gare SNCF, des bureaux pas loin, des professionnels en déplacement, on avait des touristes et des professionnels. Ah ouais, tu mixais les deux. Mixité en termes de touristes, on va dire de personnes en tout cas qui séjournaient, et finalement c'est bien puisque ça permettait de remplir la semaine et les week-ends, et ça tourne comme ça. Ouais. Donc voilà, on l'a exploité finalement comme ça, et ça a duré pendant... Aujourd'hui, il n'y est plus, on en reparlera, je pense après, on l'a remis en location à l'année pour d'autres raisons, mais on aurait très bien pu continuer. Ça a duré 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on l'a celui-là. Parce que du coup, ensuite, donc avec ta compagne, vous avez enchaîné directement après le premier? On a mis le premier en location, c'est déjà dit à l'époque, en fait on voulait vraiment faire un investissement pour, comme je te dis, voilà, se créer un patrimoine. On a été piqué par le virus de l'immobilier, comme beaucoup, je pense que toi t'es dans ce cas-là aussi. Pareil, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on va en faire un deuxième. Ouais. Forcément, ça s'est bien passé, on loue, etc. Mais on s'est dit, bon, on veut quand même quelque chose d'un petit peu plus gros. 200 € de cash flow, bon, c'était un peu plus en courte durée, on était plutôt dans les 600-700. Mais on s'est dit, on veut quand même quelque chose de plus tranquille. Parce que gérer un appartement en courte durée, gérer 2, 3, 4 apparts, on peut vite avoir beaucoup de boulot. Donc on est parti sur de la colocation, format qui nous semblait plus intéressant d'un point de vue temps passé, revenus. On est sur des revenus qui sont un peu plus bas que la courte durée, mais ça reste quand même très confortable. Donc on s'est mis en recherche d'un appartement, toujours par notre chasseur, d'une colocation, 3 chambres en l'occurrence. Et en fait ça s'est fait assez rapidement aussi. Le projet, on a mis le premier en location, je pense que c'était au mois de mai. Mai-juin, et on a trouvé le bien à peu près sur cette période-là, c'était mai-juin. Et en fait on a lancé le deuxième projet. On avait à peine mis le premier en exploitation. Est-ce que tu dirais que le fait de passer par un chasseur, ça t'a aidé pour investir à distance? Ouais, clairement, parce que il connaît le marché. Moi, je connais la ville, mais je connais pas le. Voilà, j'y étais pas au quotidien, donc le marché de l'immobilier, je le maîtrisais pas. Et puis le fait d'être sur place, voilà, le chasseur fait ce travail de qualification des biens. Il va présenter des biens qui sont en accord avec vos critères de recherche. Voilà, après on n'est pas obligé de se positionner sur tous les biens parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément adaptés, mais ça permet quand même d'avoir quelqu'un sur place, un représentant, et franchement pour le tarif, les tarifs, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Est-ce que tu peux partager justement combien ça t'a coûté Ouais, sur ces projets-là, c'était autour de 2000 € la recherche, donc le mandat de recherche, le travail du chasseur. T'as dit 2000 €? 2000 €, ouais, sur le mandat. Ah ouais, c'est pas trop cher? Non, c'est raisonnable, c'est très raisonnable pour le travail fait, donc c'est des mandats de recherche, et le travail en fait du chasseur se termine au moment en fait où il a trouvé le bien et que toi tu t'apprêtes à signer ton compromis. Les chasseurs, souvent, ça va être un pourcentage au prix. En fait, ça dépend de l'offre qu'ils proposent. Il y a des chasseurs qui sont dits clés en main, qui vont proposer vraiment le suite projet. Du coup, ils vont ramener leurs artisans. Certains vont même te mettre aussi les locataires en place, les premiers locataires. Bon, eux, généralement, c'est des entreprises de chasse qui te font du clé en main, on va dire ça. Et eux prennent un pourcentage. Alors que toi, il y avait vraiment que le côté chasse. Ouais, exactement. Parce que du coup, les travaux, tu les as gérés toi-même? Ouais, en fait, on les a pas fait nous-mêmes. On est passé par une entreprise de rénovation. Mais la gestion des travaux, en direct. Donc, on est passé par une entreprise de bâtiment général. Et en fait, l'intérêt, c'était l'interlocuteur unique pour vraiment gérer le projet sur place. Nous, on n'a pas à gérer. On voulait pas gérer le planning, l'intervention un tel est en retard parce que l'autre artisan a pris du retard, etc. L'idée, c'est d'avoir une personne sur qui, on puisse avec laquelle on puisse échanger, pour derrière que ce soit le plus tranquille. Mais on a quand même fait le choix de le faire à distance et de le déléguer, mais tout en gardant un niveau de contrôle. Et c'est-à-dire c'est important aussi, on peut être à distance et il y a des artisans qui peuvent en profiter aussi malheureusement, mais il faut quand même montrer qu'on a un niveau de présence. T'es allé souvent sur place? Alors sur le premier, je suis allé qu'une fois à la réception,
C'est pas forcément ce que je conseille, mais en l'occurrence, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que, alors, c'était un petit projet, il n'y avait pas beaucoup de travaux, il y avait à peu près 20 000 euros de travaux. Il n'y avait vraiment pas tout à refaire, c'était surtout de la remise au goût du jour. Pas de gros chantier technique, c'était vraiment de la réno, mais bon, je me rends compte que même après coup, je sais pas si je le referais comme ça. Mais en tout cas, ça s'est bien passé, heureusement. On a eu de la chance, des fois, c'était la chance du débutant, comme on dit. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est important, enfin, les travaux, c'est souvent la partie qui fait peur. Et c'est à juste titre, hein, parce que ça peut vite être problématique. Ouais, complètement. Là, c'est vrai que, par exemple, moi, pour te donner une idée, pour le premier appartement, j'y allais souvent sur place et je gérais à distance aussi. Mais il y avait ce côté où je faisais confiance aussi à la personne avec qui je travaillais. Et je pense que c'est comme pour tout. À partir du moment où on arrive à créer une bonne équipe, ça va, ça passe bien. Et moi, je sais que mon artisan me faisait des visios de l'appartement le soir après, dès qu'ils avaient avancé genre sur la cuisine. Il me faisait un FaceTime, c'était assez drôle l'artisan. C'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Filme des fois pas très bien, alors des fois j'étais là non mais je vois pas, etc. Mais c'était drôle parce que c'était lui qui proposait tiens je t'appelle et on fait une visio. Toi t'as eu ce genre de alors moi c'était pas dans cette proactivité là, c'est moi qui devais demander, donc j'avais des photos. Des fois c'est compliqué, on voit que les artisans c'est pas c'est pas dans leurs habitudes. Donc moi j'ai dû réclamer des photos, mais je les ai eu, y a pas de souci. Mais en fait je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais même en étant pas sur place, j'avais quand même des photos, je voyais que ça avançait, etc. Donc il n'y a pas de souci. Sur mes autres projets, on parlera après, c'était différent, j'avais plus de temps, donc j'ai pu y aller plus régulièrement, mais c'est possible, même en faisant finalement appel qu'à certes une entreprise qui gère tout, de gérer des travaux à distance. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas être derrière en train de vérifier que le travail est bien fait. C'est surtout sur ça qu'il faut faire attention. Parce que là, tu as eu donc ce premier petit appart en Airbnb qui te rapportait combien à peu près? En termes de chiffres, on était sur à peu près 1800-2000 euros de chiffre par mois. Voilà, donc une fois qu'on enlève toutes les charges, donc il y en a quand même beaucoup en courte durée, forcément il y en a quand même un paquet, notamment sur la délégation, il restait à peu près un tiers. On va dire à peu près 600 euros, 700 euros. Ce qui est bien, très bien. Bien. Et là, tu as mis en place cette deuxième coloc qui, elle, te rapportait combien? Deuxième appartement, donc première coloc, à peu près 500 euros de cash flow. Colocation de 3 chambres, sans séjour. Voilà, sans séjour. À l'époque, je mettais, comme beaucoup des gens, est-ce qu'on met un séjour, est-ce qu'on met pas de séjour? J'avais peur au début de se dire bon, je vais pas louer. Et finalement, ça s'est très bien passé. Il y avait de la demande. En plus, je suis arrivé dans une période qui était peu propice au mois de mars dans la ville en question. Et en fait, ça s'est très bien loué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui cherchaient vraiment des appartements, mais qui cherchaient une chambre et un petit coin de vie, une cuisine avec un petit espace quand même pas ridicule. Il y avait quand même 14-15 mètres carrés de cuisine, on va dire entrée, avec un petit espace coin de vie, on va dire. Et il y a des gens, ça leur suffisait bien. Et finalement, elles viennent dans une chambre et elles ont besoin d'avoir un petit contact un peu de contact avec ces personnes. Avec les gens sans être forcément dans une dynamique de soirée télé, etc. On trouve de tout, hein. Des fois d'ailleurs, j'ai eu la même expérience sur des personnes qui souhaitent juste passer du bon temps et qui veulent avoir une chambre agréable et finalement ne sont pas dans cette recherche d'une coloc un peu à la Friends. Exactement, c'est la coloc à la Friends comme on peut le voir dans les années 90 ou 2000. Par contre, qui veut dire coloc sans séjour ne veut pas dire forcément. Il faut mettre le paquet sur d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont venir contrebalancer. Sur la chambre, sur les équipements des chambres, sur les prestations. Je vais par exemple une télé dans chaque chambre, une déco qui est somme toute assez épurée, mais qui est quand même distinguée, qui est assez classieuse. Moi, mon positionnement aujourd'hui sur mes colocations est plutôt, on va dire, sur le segment haut de gamme. Dans une optique de se démarquer de la concurrence. C'est vraiment le confort et surtout d'avoir quelque chose qui soit packagé en termes de service. C'est-à-dire que pour faire simple, les candidats qui postulent dans mes colocations, quand ils postulent, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de vraiment clé en main. C'est-à-dire qu'ils arrivent, tout est, on va dire, compris dedans, il n'y a aucune démarche à faire. Et derrière, eux, finalement, ils n'ont qu'à signer le bail et à préparer leur trajet pour venir. Ils arrivent, ils posent leur valise finalement comme en courte durée. La courte durée m'a appris pas mal de choses par rapport à ça. Et en fait, le transposer sur la colocation. Tu as, je trouve, une façon de décorer tes appartes avec un petit côté hôtelier. Oui. Tu as des sortes de, comment on appelle ça, je trouve pas mes mots, sur le lit. Des descentes de lit. Des descentes de lit. Ce qui est très hôtelier comme façon de faire.
Ça, c'est ta chérie qui t'a conseillé ce genre de... Alors, elle m'a pas conseillé, elle l'a fait parce que c'est son métier, donc elle design des espaces, elle aime bien la déco et là pour le coup je m'en remets complètement à elle sur ces sujets-là parce que je suis capable d'apprécier les belles choses mais je serais incapable de le mettre en œuvre en tout cas. Donc voilà, c'est se démarquer, donc la décoration, le textile aussi, on voit comment dire, beaucoup d'investisseurs qui jouent sur la couleur des murs, c'est important, mais on peut jouer aussi sur le textile et justement on veut se démarquer. Et puis un textile c'est beaucoup plus facile à changer qu'une peinture. Il y en a qui peignent leur mur en orange, rouge des fois, mais bon, le jour on veut changer parce que des fois les modes passent aussi, ça peut être compliqué. Tout à fait, Et en tout cas, ma compagne, quand elle décore nos biens, elle pense aussi sur l'intemporalité des décorations parce que ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 2 ou 3 ans. Changer un coussin, ça va, ça se fait bien. Changer des façades de cuisine ou bon, un mur ça peut se repeindre, ça peut vite être compliqué. Il y a eu une époque où ce qui était à la mode c'était les cuisines rouges. Aujourd'hui, une cuisine rouge, ça n'existe plus. Quoi. Non, on en voit très peu et puis moi je trouve ça en plus assez agressif. Moi je me sentirais pas forcément bien, donc je me dis, c'est aussi une façon de faire, c'est que je me dis, si je me sens pas bien, je me dis que les personnes ne vont pas forcément plus se sentir bien, donc on essaie de garder quelque chose d'assez intemporel. C'est assez subtil, hein. Moi je me rends compte que c'est quand même assez subtil parce qu'il faut quand même faire quelque chose qui se démarque un petit peu mais pas trop et qui soit intemporel. Donc voilà, c'est tout un équilibre à trouver et ça fonctionne plutôt bien parce que les gens sont contents et quand ils arrivent, ils visitent, ils disent ouais c'est super quand même. Toujours pareil, c'était à distance, c'est-à-dire que c'est ta chérie qui a fait les plans, ensuite vous êtes déplacé, vous avez fait le montage de meubles et tout ça en même temps. On a fait un peu tout, en fait au début on a fait beaucoup de choses sur le premier, les meubles on les a montés. Je pose la question parce que je pense que ceux qui n'ont par exemple jamais investi, quand il s'agit de meubler une colocation de 80 mètres carrés où il y a plusieurs chambres, etc. Enfin, ça peut vite être un vrai boulot, hein. Ça peut prendre une semaine pour faire ça. Donc, moi, de mon côté, souvent, je suggère, je conseille de déléguer cette partie-là. Je conseille, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aime bien, je suis assez manuel, j'aime bien bricoler, mais enfin, surtout le coloc, je l'ai fait pour une colocation dernièrement. Je l'ai dû le faire par défaut, mais j'aurais préféré l'éviter. Ça m'a pris 10 jours. Voilà, j'en avais des ampoules pendant 10 jours, 2 semaines, quand on n'est pas habitué, etc. Donc c'est compliqué. Le premier bien en courte durée, on l'a fait parce que c'était un petit appartement de 37 mètres carrés, donc ça va. On l'a fait nous-mêmes, mais en fait plus on est allé dans les investissements, plus on s'est dit ok ça c'est chiant, on veut pas le faire, on va le déléguer. Et voilà, donc on s'est quand même déplacé, notamment au début parce que donc comme je dis, ma compagne est designer d'espace, donc on a pris comme tout ce qui était cote, relevé de cote, les mesures, les métrés. On a préféré le faire. On l'a délégué sur les derniers appartements parce qu'on ne pouvait pas se déplacer à ce moment-là. Finalement, on n'était pas satisfait parce que voilà, c'était pas assez précis pour nous. Donc finalement, il y a des choses qu'on aimerait déléguer, mais on se rend compte que si on le fait, on va peut-être perdre du temps ailleurs, donc c'est compliqué. Donc on se déplace au moins une fois avant pour voir le bien, avant de signer quoi que ce soit. En tout cas, avant de signer l'acte. Enfin, en tout cas, tant qu'on est dans la période de rétractation, on va visiter pour être sûr que tout est ok, mais normalement c'est bon. Et après, l'idée, c'est d'y aller le moins possible, mais d'y aller comme régulièrement. Surtout les derniers projets qu'on a fait, c'était des projets qui étaient assez gros. On était sur des rénovations complètes d'appartements de 80 mètres carrés, donc avec des points techniques qui étaient assez importants et structurants. Donc on se déplaçait tous les mois et demi, hein, c'est pas toutes les semaines. Donc nous, en l'occurrence, on est à 3 ou 4 heures de route. On a la famille qui est dans le coin, donc on liait l'utile à l'agréable. On se déplaçait aussi. Mais voilà, ça aurait été à l'autre bout de la France, on l'aurait peut-être pas forcément fait, on l'aurait fait différemment. Parce que donc tu as eu ce premier appart en LCD, comme on l'a dit, et ensuite tu as enchaîné sur une coloc, une deuxième coloc, une troisième coloc. Exactement, et puis après on a enchaîné les colocs, après. Pourquoi tu es resté sur la colocation? Qu'est-ce que tu trouvais? Parce que tu avais essayé le Airbnb, mais finalement, qu'est-ce que la colocation t'a apporté pour que tu dupliques ce format-là? En fait, alors ça, des projets qui sont plus gros en termes de budget, etc., mais c'est plus tranquille. Moi, même aujourd'hui, donc on a 14 chambres, donc ça fait certes une gestion, mais on a aussi un volume qui permet de faciliter cette gestion-là au quotidien, parce qu'on peut automatiser le processus, on pourra en reparler si tu le souhaites. Mais derrière, le turnover, il n'est pas le même. On passe d'un turnover de personnes sur 2, 3, 4, 5 jours à un 2, 3, 4, 5 mois, voire plus. Mais souvent, voilà, c'est au minimum 3 mois. Et souvent, quand moi j'accepte des colocataires sur une durée plus courte, c'est pour meubler des périodes creuses. Où j'ai envie de remplir, j'ai pas envie forcément de me priver d'un locataire potentiel, même si c'est que pour 2 mois. Et en fait, le mode de la coloc fonctionne bien par rapport à ça, au fait qu'il y a une demande aussi. La ville moi, dans laquelle j'investis aujourd'hui, il y a une carence en termes de ce logement de ce type-là.
La colocation, c'est pour des personnes se reporte, c'est certes pour avoir des logements plus grands. Ils n'ont pas forcément le moyen de payer des appartements, des studios, des T2. Mais aussi, il y a des gens, et je me rends compte de plus en plus, qui choisissent ça comme un mode de vie. Et aujourd'hui, je pense que c'est pareil pour toi, Nico, moi j'ai des personnes qui me disent aujourd'hui, j'étais en coloc avant à Paris, à Bordeaux, à l'étranger, c'était cool, j'ai bien aimé, et je me vois aujourd'hui pas vivre autrement. Ils apprécient ce mode et ils de apprécient. vie. Ouais, voilà. Et quand tu arrives dans une nouvelle ville, bah c'est super parce que tu peux rencontrer des gens. Et c'est pas du tout comme on pourrait croire souvent, la colocation c'est pour les gens qui recherchent des apparts moins chers. C'est pas forcément cette raison-là. C'est vivre en communauté plus que... parce que quand on fait de la colocation haut de gamme, en fait, finalement, le prix d'une chambre peut être le prix d'un studio un peu moyen. Ouais, complètement. Moi, mes tarifs sont même des fois au-dessus entre le studio, voire presque au T2. Hein. Ouais. Des fois, pareil. Ouais, je pense que t'es dans ce cas-là aussi. Donc, on peut se dire, ouais, je vais jamais louer, mais en fait, ce qui va faire que vous louez ou pas, c'est finalement ce qu'il y a de la demande, tout simplement. Et il y a de la demande, parce qu'il y a des gens qui veulent se loger comme ça. Après, le fait d'être dans un marché tendu, ça aide aussi, bien entendu. Ouais, totalement. Donc, coloc, c'était vraiment plus tranquille. C'est de la gestion. Alors, le projet en lui-même, il demande du boulot. Hein. Quand vous mettez en place une colocation, c'est du taf. Mais une fois que vous avez les colocataires en place, que tout a été géré en amont, que vous avez... on va dire, mis en place un système qui tourne pour vous, même si c'est pas complètement passif à 100%, faut être clair, surtout que nous on délègue pas cette partie-là. On gère en tant que propriétaire bailleur, mais aujourd'hui, enfin. C'est une raison ? Oui, c'est une raison. C'est une raison de ne pas gérer par agence, c'est qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les agences sont pas habituées à gérer des biens sur ce mode-là, enfin le mode de location que j'utilise moi aujourd'hui, et on est sur le même credo, donc. Et puis ça peut vite revenir cher aussi, puisque forcément il y a du turnover, il y a forcément des frais, des honoraires. Exactement. Bon, certaines agences acceptent de faire un entre-deux, on se dit ok, bah, je prends un pourcentage des loyers, mais bon, finalement en se mettant en tête qu'on peut automatiser beaucoup de choses, l'investissement ça vaut le coup de le faire au début. Et finalement derrière, bon bah ok, ça occupe un petit peu de temps, mais franchement ça vaut le coup. Et du coup aujourd'hui avec tes colocs, on est à peu près à 3... Enfin tes colocs plus ta LCD, on est à 3 000 € de cash flow. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ça représente un cash flow net de charge de 3 000 €. Donc ça n'a pas été simple, hein. Ça a pris du temps, ça a pris 3 ans. Alors pour certains 3 ans c'est rapide, pour d'autres le feront en beaucoup moins de temps que ça. Nous on l'a fait à notre vitesse en tout cas, et on voulait vraiment faire les choses les unes après les autres. Et aujourd'hui, on a un cash flow qui est confortable, et nous qui nous a permis de quitter nos emplois respectifs avec ma compagne, parce on a quitté notre boulot il y a un petit peu moins de 6 mois maintenant pour lancer d'autres projets. Ouais, mais clairement, tous ces projets-là, ils n'auraient pas été possibles sans l'immobilier, qui est vraiment un outil assez puissant pour pouvoir justement développer d'autres choses derrière. Et c'est assez important, et je pense que tu vas l'appuyer, c'est que 3 000 € de cash flow finalement à deux, c'est tout à fait faisable en 3 ans. C'est pas non plus déconnant en termes de... Enfin voilà, t'as pas fait ça en 6 mois, t'as pas fait ça non plus en 10 ans. Voilà, je pense que c'est crédible. Après, c'est du boulot. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Mais... Ça a été du boulot. Mais tu es d'accord aussi pour dire que finalement, aujourd'hui, ça te libère du temps pour d'autres projets. Exactement. Et que là, en fait, avec cet argent-là, tu comptes pas aller t'installer sur une île déserte et que c'est un peu une utopie ou un fantasme. En tout cas, moi, c'est pas mon aspiration, c'est pas mon envie, c'est de me. Enfin, moi, rester sur un transat, les doigts de pied en éventail, c'est pas trop mon délire. Je vais vite m'ennuyer, je vais tourner en rond et je vais devenir fou. Par contre, ouais, c'est vraiment un outil, comme je te disais, de pouvoir développer d'autres choses. Et si tu veux, je te parlais de mon boulot au début, je m'ennuyais un peu. C'est comme ça que j'en suis arrivé à l'immobilier. Ouais. Et en fait, j'ai besoin de m'occuper. Et notamment, moi, j'aime bien tout ce qui est nouveau, lancer des projets, etc. Et en fait, voilà, l'immobilier, ces 3 000 € là, nous permettent, avec ma compagne aujourd'hui, de faire plein d'autres choses derrière, qui sont en lien avec l'immobilier. Parce que comme je t'ai dit, c'est le virus de l'immobilier qui a frappé. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, chacun a sa propre définition du rentier, de la liberté financière, etc. Et en fait, je pense qu'il y a à peu près autant de définitions qu'il y a de personnes, d'investisseurs. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous, c'était le montant qu'on jugeait être confortable pour pas avoir cette inquiétude, cette pollution un petit peu de l'esprit, de se dire ouais, on a quitté nos boulots, mais c'est chaud parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et voilà, c'était le montant, on s'est dit ok, là on peut y aller, on peut faire autre chose, on est tranquille.
Et voilà, en fait, c'est comme ça. Et nous, c'était le montant qui nous semblait c'était le bon moment. Bon, en tout cas, bravo Pierre pour ce parcours, parce que Merci. ça montre que là, et tu le dis bien, tu es passé à l'action, que ça a été du taf, et c'est vraiment bien de le rappeler, c'est que l'immobilier, clairement, ben, on claque pas des doigts et on devient propriétaire, multipropriétaire avec 3 000 € de cash flow. C'est du boulot, mais quand on s'en donne les moyens, on réussit. Ouais. De toute façon, on risque de se revoir assez rapidement sur la chaîne pour parler colocation. Avec plaisir. Parce que tu es aussi, t'es spécialiste aussi de la colocation en soi. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt. Et à bientôt. Salut. Salut.